Figurez-vous qu'il n'y a pas un Moyen-Âge, mais plusieurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter le second Moyen-Âge, celui des cathédrales, des châteaux forts et des seigneurs. Il règne sur l'Europe à partir du XIe siècle. Mais qui étaient-ils vraiment? Quelle était l'étendue de leur pouvoir? Eh bien, l'archéologie nous présente un seigneur avant tout administrateur. Il règne en maître absolu sur sa seigneurie et ses habitants. C'est ce que je vais découvrir dans les Côtes d'Armor. Je me trouve ici sur les terres d'un seigneur du Moyen-Âge. La meilleure preuve, c'est ce château fort qu'on aperçoit juste derrière moi. Alors aujourd'hui, il est en ruine, mais il a été occupé pendant plusieurs siècles par des seigneurs qui régnaient sur un vaste territoire d'au moins 8 paroisses. Aujourd'hui, il est fouillé par des archéologues qui ont trouvé des traces de ses puissants propriétaires. Ce château fort, le château du Guildo, a été construit au XIe siècle. Il présente encore suffisamment de ruines pour que je puisse l'imaginer tel qu'il était à l'époque. Un château immense, 3500 mètres carrés, que les archéologues fouillent depuis 20 ans. Grâce à l'étude du sol, mais aussi des murs encore en élévation, les archéologues peuvent dresser le portrait d'un seigneur omnipotent. Bonjour. Bonjour. Je cherche Laurent. C'est moi. Enchanté. Enchanté. Qu'est-ce qui, dans l'architecture de ce château que vous êtes en train de fouiller, traduit cette puissance seigneuriale? Alors, il y a plusieurs choses. L'essentiel, c'est le logis seigneurial, qui est le lieu de résidence. Donc, Qui se trouvait où? Il se trouvait sur toute cette partie est du château. Donc le seigneur habitait ici? Voilà, on a cette partie qui est un très très grand bâtiment qui est mis en place à partir du XIVe siècle. On a donc un bâtiment qui fait 3 étages habitables, plus un niveau de cellier en rez-de-cour. On est vraiment sur un très très gros logis. Et puis, autre signe de puissance pour le château, c'est bien sûr les tours, l'aspect forteresse. On voit tout autour de nous là. Que l'on voit donc plus ou moins ruinées tout autour de nous. Donc on a des tours d'angle qui sont là donc pour la défense. Donc on est ici à la fois dans un lieu d'habitat, dans un lieu d'exercice du pouvoir et dans un lieu de faste. Tout à fait. Le château concentre plusieurs fonctions. Fonction militaire, c'est une forteresse. Fonction politique, c'est là que se passe la vie du secteur. Fonction sociale, fonction également de magnificence, de faste pour le seigneur. Au fur et à mesure des fouilles, les archéologues ont découvert que ce château avait subi de nombreuses transformations entre le XIe et le XVe siècle. La première forteresse du XIe siècle était en terre et en bois. Au XIIIe siècle, le château est entièrement reconstruit en pierre de taille. Et au XVe siècle, c'est l'apogée. L'architecture est grandiose. Pour les archéologues, c'est le symbole de la montée en puissance des seigneurs au Second Moyen-Âge. Fini le pouvoir centralisé. Le roi ne règne plus que sur l'île de France et la Picardie. Les seigneurs lui prêtent allégeance, mais ils règnent en maître sur leur territoire. Ducs, comtes, abbés ou simples propriétaires terriens, ce sont eux les hommes forts du Second Moyen-Âge. La France des seigneurs est née. Ce seigneur féodal, il n'existe pas à l'origine du Moyen-Âge. C'est une création qui se met en place dans la société entre le Xe et le XIe siècle. Il s'agit au départ d'hommes libres qui, dans des périodes d'affaiblissement du pouvoir central, en l'occurrence de l'autorité des rois carolingiens, vont se retrouver à la tête d'un territoire plus ou moins étendu, les plus importants étant des principautés, qui dépendent elles aussi du roi, mais qui acquièrent une quasi-autonomie durant ces périodes. Et puis, tout en bas de l'échelle, on va trouver de simples petites seigneuries, qui sont tenues par des personnages beaucoup plus modestes, mais qui également font partie de l'aristocratie et qui se réclament d'un rang supérieur à l'ensemble de la société qu'ils veulent encadrer. Donc ce seigneur féodal, ce personnage,
apparaît vraiment au tournant de ces 10e, 11e siècles et devient un personnage clé au début du second Moyen-Âge, dans l'âge d'or, si l'on peut dire, de cet âge féodal. Au château du Guildo, les archéologues ont fouillé une pièce qui en dit long sur l'étendue du pouvoir des seigneurs. Grâce à l'étude du bâti, Laurent Beuchet a compris que cette salle servait de tribunal. Ce vaste espace, il limite la grande salle seigneuriale. Le seigneur était ici, donc sur son siège, dos à la cheminée, et le public donc accédait par l'autre bout et avançait jusqu'au seigneur en traversant toute la pièce. Donc on a vraiment cette théâtralisation où on va traverser tout l'espace pour aller vers le seigneur. Donc le seigneur est aussi un juge ? Oui, le seigneur a le pouvoir de justice sur ces terres. Et, ici au Guildo, on sait qu'au moins au XVe siècle, le seigneur peut même aller jusqu'à prononcer des peines capitales. Il a le pouvoir de haute justice. Un peu plus loin, Laurent a fouillé un autre lieu symbolique du pouvoir du seigneur. C'est dans ce châtelet d'entrée que logeait la garnison du château. Les archéologues en ont la preuve grâce à de nombreuses armes mises au jour ici. C'est une dague, c'est une sorte de petite épée qui est portée par les archers en fait pour se défendre. Voilà, là on a la poignée. On a une poignée ici, voilà. D'accord. Et la lame là. Le pommeau, la garde et la pointe de la dague qui est très très effilée pour pouvoir percer éventuellement les côtes de mailles. Alors on a des choses qui sont un peu plus étonnantes où ça c'est l'équivalent de la mine antipersonnelle. C'est ce qu'on appelle une chausse-trappe. En fait, quelle que soit la position de l'objet, il y a toujours une pointe en l'air. Ah oui. Donc il suffit de la jeter. Et c'est fait pour blesser les piétons et puis aussi les pieds des chevaux. Alors qui utilisait ces armes ? Il y a des petites garnisons permanentes qui sont soldées, ce qu'on appelle d'ailleurs des soldats, parce qu'ils touchent une solde. Là, encore un mot qui nous vient du Moyen-Âge, et qui sont eux peu nombreux et qui sont là en permanence. Et puis des soldats plus occasionnels, un peu comme la conscription de la guerre de 14, qui sont des gens des environs qui viennent au château défendre le château en période de trouble. Donc le seigneur en fait exerce plusieurs pouvoirs en un ? Oui, il a le pouvoir de police sur ces terres. Et puis il a aussi donc, le pouvoir militaire, et le pouvoir de lever une armée. Pendant ce second Moyen-Âge, il semblerait donc que le seigneur soit souvent obligé de faire preuve de force pour conserver son territoire. Mais les archéologues peuvent aujourd'hui prouver qu'il use aussi d'une autre arme pour asseoir son pouvoir, la diplomatie. Pour cela, il organise d'immenses banquets. Une fouille exceptionnelle vient de révéler les vestiges d'un de ces festins. C'est ma deuxième étape, direction la Basse-Normandie. C'est Guillaume le Conquérant qui a fait construire le château de Caen autour de l'an 1000. Avec ses 5,5 hectares, c'est l'une des plus grandes forteresses urbaines d'Europe. Autour de moi, des murs chargés d'histoire. En effet, les propriétaires de ce château n'étaient autres que les ducs de Normandie. Des ducs au pouvoir et à la richesse immense, car ils étaient aussi rois d'Angleterre depuis Guillaume le Conquérant. En fouillant le sol de ce château, les archéologues ont découvert des traces de leur faste. Et apparemment, ces banquets étaient à la hauteur de leur réputation. Dans ce château, les archéologues n'ont pas retrouvé les vestiges d'un petit banquet anodin, mais plutôt ceux d'un rendez-vous diplomatique de très haut rang. Les fouilles sont remblayées maintenant, donc je vais vous montrer en calculant à peu près où était l'emplacement de la grande fosse. Donc c'est à peu près à 4 mètres le long, 2, 3, 4, et à 18 mètres perpendiculairement. 18 pas alors, je vais vous suivre. 3, 4, 5, 6... Bénédicte m'invite à retrouver l'emplacement d'une fosse dépotoir datant du XIIIe siècle. 16, 17, 18 mètres. Donc C'est voilà, ça, on était à peu près ici. Donc il s'agit d'une très grande fosse
de plus de 3 mètres de diamètre, profonde de plus de 3,50 mètres. Donc c'est vraiment un très grand trou. Peut-être qu'ils voulaient creuser un puits et ils ont arrêté. En tout cas, nous, on est tombés sur la fosse et ils ont commencé à remblayer avec des restes de cuisine qu'ils ont dû prendre juste à côté. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir un matériel très très riche et vraiment, vous allez voir, fabuleux. Fabuleux, car il s'agirait d'un seul banquet. Pour Bénédicte, si les déchets ont été jetés ici, c'est que ce repas s'est probablement déroulé dans la salle attenante, la salle de l'échiquier. Voilà l'intérieur de la belle salle de réception du début du XIIe siècle. C'est magnifique. On peut imaginer la splendeur des festins que les ducs de Normandie, des seigneurs de haut rang, pouvaient donner dans cette salle. C'est ici que Bénédicte a choisi de me montrer ses vestiges. Bonjour. Bonjour Benoît, qui est archéozoologue, donc qui a étudié les 130 000 restes animaux. Répartis sur plusieurs classes animales, les poissons, les oiseaux et les mammifères, dans lequel on a retrouvé des quantités astronomiques de d'écailles, plus de 62 000 dans cette boîte, qui proviennent, c'est des écailles de poissons. Voilà, qui proviennent du tamisage de 50 litres de sédiments. C'est assez fabuleux. Au total, les convives auraient dégusté plus de 70 espèces animales. Benoît les a méthodiquement reconnues grâce à l'anatomie comparée. On a une connaissance des formes, selon les familles, les genres, et on va progressivement se diriger, si l'on peut, vers l'espèce. Donc on fait appel à ce qu'on appelle une collection de références, un référentiel ostéologique élaboré à partir d'espèces actuelles, et on en constitue des collections qu'on appelle aussi ostéothèques. Donc ici, vous avez une vertèbre de mulet. Donc vous voyez ici l'élément actuel comparé à l'élément archéologique. Grâce à cette enquête minutieuse, l'archéozoologue a découvert que ce jour-là, le Seigneur a mis les petits plats dans les grands. Daims, chevreuils, cerfs, mais aussi des échassiers, comme la grue ou le héron. Et ce n'est pas tout. On y retrouve dans les espèces rares, pour la période qui marque, en fait, qui sont des marqueurs sociaux, le cygne, par exemple. Le cygne ? On pourrait plus imaginer ça aujourd'hui. Vous avez un poisson rare qui est quand même l'esturgeon, qui est typiquement le poisson royal, en fait. L'esturgeon est caractérisé par la présence essentiellement de plaques dermites, là, dans un état assez moyen. Cet esturgeon est associé aussi à un autre poisson de l'époque, qui est le marsouin. C'est de la famille du dauphin. Voilà, on le découpe comme le bœuf, si vous voulez. Ça doit être aussi des éléments de repas assez exceptionnels. Cette diversité, déjà, d'une part, oui. Et cette association d'espèces, ça dénote un milieu social hors pair. On n'a jamais retrouvé, pour ces périodes-là, en tout cas dans le nord de la France, autant d'espèces réunies en le même endroit et dans une même couche archéologique. Cette découverte apporte aux archéologues des informations très précises sur le type de nourriture servie dans les banquets. Des mets au placement à table, tout est codifié. Il faut compter 4 à 5 services. À la mise en bouche faite de fruits, de pâtés et de vin doux, succèdent potage et plats mijotés. Puis viennent les poissons et les rôtis. Entre deux services, les convives assistent à des spectacles d'acrobates, de jongleurs et de troubadours. Les plats eux-mêmes font office de divertissement. Volailles et gibiers sont reconstitués avec leurs plumes. Quant aux animaux rares, ils paraissent toujours vivants. C'est au seigneur, placé au centre de la table, que l'on sert les quantités les plus importantes et les mets les plus rares. Les invités prestigieux sont assis à côté de lui, car au banquet, le seigneur se fait diplomate et traite des grandes affaires du moment. Alors l'aspect politique est partie prenante, bien sûr, de ces réunions. Il s'agit non seulement pour le seigneur de mettre en scène son pouvoir, sa richesse, car les banquets coûtent très cher, mais également de tisser des réseaux de communication et de dépendance, des réseaux de clientèle à travers le jeu des échanges. Cette sociabilité est très importante dans l'esprit du Moyen-Âge, en particulier du second Moyen-Âge, car c'est à travers ce type de manifestation que le statut est consolidé et maintenu. Qui étaient donc ces hauts dignitaires, invités au festin pour parlementer avec le seigneur ? Les archéologues ont mené l'enquête.
on part sur l'hypothèse d'un festin aristocratique, voire royal. Royal. Donc ensuite, on s'est replongé dans les textes pour savoir quand est-ce que le roi de France vient. On a des mentions donc, de Louis IX, qui vient visiter la Normandie 2 fois, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, donc ça pourrait être lui. Autrement, on a au début du XIVe siècle Philippe IV le Bel aussi, qui passe une seule fois. Un roi, seigneur des seigneurs, aurait donc peut-être participé à ce banquet diplomatique. Grâce à l'étude des céramiques découvertes dans la fosse, les archéologues trouvent la trace d'autres invités prestigieux. Vous avez des vases ici qui portent le décor d'une crosse, qui est le symbole de l'évêque. Et nous avons aussi ces mêmes vases, sur ces mêmes vases, la présence donc de taux, donc ceci, qui est le symbole de l'abbé. Donc 2 personnages très importants. Et donc, c'est vrai que cette présence-là atteste du faste de ce repas. Tout à fait, parce qu'ils ne se déplacent pas pour des petits repas, au contraire. Et ici, ce n'est pas un vase de chaque qu'on a retrouvé, mais c'est des dizaines avec une crosse et des dizaines avec des taux. Donc, sans doute qu'il n'est pas venu seul, l'abbé ou l'évêque, mais qu'il est venu avec toute sa suite de prélats avec lui. Diplomate avec les grands. Le seigneur doit aussi composer avec son peuple. Les archéologues ont retrouvé les traces des liens qu'il entretenait avec ses paysans. Lever l'impôt tout en évitant les révoltes, un équilibre difficile à trouver. C'est ce que nous allons voir en Champagne-Ardenne. C'est autour de cette église que s'est regroupé au Moyen-Âge le village de Besanne, qui existe encore aujourd'hui. Des fermes se trouvaient un peu plus loin, à côté des champs. En les fouillant, les archéologues dévoilent peu à peu ce qu'était la vie des paysans de l'époque. Ces fermes étaient installées ici. Le champ de fouilles fait plus de 6 hectares. Alors pour s'y retrouver un peu mieux, les archéologues ont leur méthode. En rose, ils délimitent l'emplacement des maisons. Et en vert, celui des fosses de plantation. On sait que pour la période médiévale, d'après les textes sur Besanne, principalement on a toujours du froment, de l'avoine et de l'orge qui sont cultivés. Mais on sait que sur le village de Besanne, il y a beaucoup de vignes, d'après les textes. Grâce à ces fouilles, les archéologues peuvent confirmer ces informations tirées de sources historiques. Car ils ont mis au jour de nombreux outils agricoles. La faucille, alors nous, ici on a la soie, donc ce qui va dans le manche en fait. Et donc il faut imaginer qu'elle a une courbure plus longue qui va permettre de découper le céréal. On prend la botte de céréales, on coupe à la base et on la met de côté. Et on va avoir donc ce petit objet-là, c'est une serpette. Alors ça, ne va pas être lié à la culture céréalière, mais beaucoup plus à la vigne. C'est ce qu'on voit, bien sûr. Ça se tenait comme ça, hein. Là il avait le manche en bois. Ici, il y avait le manche en bois, on voit d'ailleurs la bague, il venait encore sans chasser le manche, et donc la lame au-dessus. Et ces cultures, est-ce que c'était des cultures vivrières? Est-ce que c'était pour leur subsistance? Ce qu'il faut savoir, c'est que la terre appartient et au seigneur et à l'église. Donc il faut bien payer, entre guillemets, cette location de terrain. On donne une grosse partie au seigneur, on redonne une grosse partie à l'église, et on en garde un petit peu. Donc c'est quand même, on va dire, une culture vivrière quand même pour soi, puisqu'on va vivre un petit peu avec la culture de ses propres céréales, mais ça va être aussi quelque chose qu'on va largement donner avec les différents impôts. La base du système économique d'une seigneurie, c'est l'impôt. Et des taxes, les paysans du second Moyen-Âge en payent beaucoup. À Besanne, par exemple, une partie de la terre est cultivée exclusivement pour le seigneur. Ces travaux obligatoires s'appellent des corvées. Le reste des terres, les paysans peuvent les exploiter pour eux-mêmes. Mais ils doivent quand même payer un droit au seigneur, le cens.
un impôt qui se paye en nature ou en argent. Les paysans doivent également s'acquitter d'une taxe pour que le seigneur les protège. Cela s'appelle la taille. Il s'agit là de paysans libres. Les autres ouvriers agricoles sont la propriété du seigneur. Ce ne sont pas des esclaves, mais des serfs. Les serfs sont sous contrôle. Ce ne sont pas des hommes libres. Leur condition est servile, c'est-à-dire qu'ils sont attachés à une série de services, souvent des travaux agricoles, d'entretien, réputés infâmes, sur la terre du seigneur. Et les serfs sont attachés à cette terre. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas la quitter. Ils ne peuvent pas vendre, se marier, enfin réaliser ces actes essentiels aujourd'hui considérés comme tels de la vie quotidienne sans une autorisation expresse. Donc leur condition est assez délicate à évaluer à travers l'archéologie, puisque dans leur mode de vie, il est la plupart du temps très difficile de les distinguer des autres. Par contre, en termes juridiques, il existe un fossé très net entre cette population servile et les gens libres qui peuvent accéder à une certaine aisance. Alors, à Besanne, les archéologues ont-ils affaire à des serfs ou à des paysans libres? La fouille des fermes d'habitation leur a donné quelques indices. Les bâtiments sont spacieux. Les familles disposaient donc d'espaces de vie de taille correcte. Autre indice, ces tuiles utilisées pour la toiture. Les archéologues savent qu'au Moyen-Âge, la tuile coûte 40 fois plus cher que le bois. C'est donc la preuve d'un bon niveau de vie. Là, on arrive sur une autre partie du hameau. Il y avait encore des maisons ici, sur la fin, en fait, la fin du hameau. On a les derniers bâtiments qui se développent jusque là où il y a les cailloux là-haut. C'est ici que les archéologues ont fait une autre découverte surprenante. Ils ont mis au jour des petites pièces extrêmement rares. On voit une cruche avec une seule anse et un bec verseur. Il s'agirait d'un pichet à vin. On s'interroge donc sur la fonction de ce petit bout de plomb. Ça peut être un jeton à boire ou jeton dit de taverne. Alors les jetons à boire, on en utilise encore beaucoup aujourd'hui, dans les festivals par exemple, où on va troquer la monnaie, notre argent, contre ces jetons, histoire de ne pas payer directement au bar. Et alors, ce qui voudrait dire qu'éventuellement, peut-être ici, il y avait une taverne? Peut-être. Ça voudrait dire qu'on a vraiment les habitations et aussi lieu de partage et d'échange comme l'est vraiment la taverne. La taverne. C'était des lieux de sociabilité comme aujourd'hui nos bars? Exactement. Des jetons de ce type, les archéologues n'en ont retrouvé qu'une dizaine dans toute la France. Mais ils sont la preuve archéologique que la fête et les loisirs font partie intégrante de la vie des paysans. Des tavernes comme celle de Besanne, il en existe dans tout le pays. Les historiens en dénombrent 60 à Rouen au XIVe siècle et plus de 200 à Paris au XVe siècle. On y boit bières et vins, on y chante et surtout on y joue au dé. Chaque établissement est contrôlé par le seigneur local. Car les puissants l'ont bien compris, il faut soigner ces paysans pour qu'ils travaillent dur, sans se révolter. La fête est très valorisée au cours du Second Moyen-Âge, elle le sera aussi par la suite, en ce sens qu'elle est un peu un exutoire, qu'elle rythme également le calendrier religieux, les fêtes des saints, et qu'elle permet à une population tantôt inquiète, tantôt très dynamique, de se défouler par rapport à un certain nombre de contraintes dans sa vie quotidienne. En fait, la fête remplit un peu les mêmes fonctions qu'aujourd'hui, mais elle est valorisée par l'ensemble du corps social. Tour à tour administrateur, juge, chef des armées ou fin diplomate, le seigneur est bien avant le roi la figure emblématique du Second Moyen-Âge. Un personnage clé de notre histoire qui disparaîtra progressivement avec la mise en place de la monarchie absolue.